Bonjour Bushra. Mission accomplie. C'est bon. Pour les gens qui viennent d'arriver, Bushra avait une course de super-héros ce matin avec garderie, retour au bureau pour se brancher à temps. Donc, bonjour à tous, je m'appelle et à toutes, je m'appelle Aude Belzile, je suis directrice des activités philanthropiques à la Fondation J. Armand-Bombardier. Je vous souhaite la bienvenue à cette 4e et dernière conversation de la série Influence, plaidoyer et collaboration. D'abord, pour commencer, nous aimerions reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue où nous travaillons et nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire, et nous espérons un avenir plus juste ensemble. Cette reconnaissance territoriale que les habitués de Fondation Philanthropique Canada auront reconnue introduit super bien, je crois, la conversation d'aujourd'hui. Parce que l'idée même de cette conversation et de plusieurs réflexions actuelles du secteur philanthropique s'inscrivent dans la volonté de construire un avenir plus juste pour tous, pour toutes. Et pour ça, on doit faire une plus grande place à des voix moins entendues. La semaine dernière, au rassemblement virtuel de PFC, Claire Trottier mentionnait très sagement, et je vais me permettre de la citer. Elle disait: «Les voix nouvelles dérangent parfois, mais il est essentiel d'entendre des histoires différentes pour trouver des solutions nouvelles aux enjeux qui perdurent». Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une conversation qui met de l'avant la parole et le vécu de 4 femmes autochtones et racisées, des femmes engagées et complexes aux identités plurielles, dont le parcours est marqué par la prise de parole. Pour les avoir entendues ensemble vendredi, je peux vous assurer que les échanges seront riches, animés et éclairants. Quelques petits points, de poutine interne. La conversation dure environ 1h15. Il y a une période de questions qui est prévue à la fin. Donc si vous avez des questions, nous vous invitons à les inscrire dans le Q&A au bas de votre écran. On va s'assurer de ramener les questions vers Inès pour qu'elle puisse les poser, aux panélistes. On vous invite à prioriser des questions courtes. Pour ce qui est des réactions, évidemment, elles sont le bienvenu, puis on va privilégier le chat pour ça. Comme vous avez certainement remarqué, la conversation va bénéficier d'une interprétation en langue des signes du Québec en simultané. Je souligne donc la présence des interprètes Monique et Geneviève qui vont se relayer. Pour les gens qui utilisent l'interprétation, on vous invite à choisir la Gallery View dans le haut de votre écran. Ça va faciliter les choses. Lorsqu'on a évoqué l'idée de cette activité cet été, très rapidement, on s'est tourné vers une collaboratrice de confiance pour avoir, ses rétroactions. Puis elle s'est montrée tellement enthousiaste face au sujet qu'il allait de soi que c'est elle qui devait animer cette conversation-là. Pour vous dire comme quoi c'est, des fois, on est vraiment content que les gens répondent à nos appels. Je parle bien sûr d'Inès Chalala qui a été notre complice dans le projet. Inès est directrice du savoir et des partenariats auprès de Fondation Philanthropique Canada depuis 3 ans, où elle soutient l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'apprentissage ainsi que les partenariats stratégiques. C'est ainsi qu'en 2018, elle a aidé à lancer le programme sur la diversité, l'équité et l'inclusion de FPC. Auparavant, Inès a occupé plusieurs postes aux Nations unies, en particulier sur la gouvernance environnementale et le développement durable. Elle a par exemple contribué à l'opérationnalisation d'une initiative panafricaine, la Grande Muraille verte, pour le Sahara et le Sahel. Inès a aussi été consultante auprès de plusieurs organisations de la société civile, notamment pour la planification stratégique, la mobilisation des connaissances et le développement durable. Inès est aussi membre du conseil d'administration du CECI, le Centre d'études et de coopération internationale. Sans plus tarder, je vais donc lui laisser la place et lui laisser le soin de vous présenter nos 4 invités, que je remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, la parole est à vous. Merci beaucoup, Aude, pour ces beaux mots d'introduction et cette mise en contexte. Je tiens d'abord à souligner que les terres desquelles je suis connectée avec vous aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanienke Aka, Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Alors, Aude nous a un petit peu mis en contexte. Je dirais qu'il est clair que la crise sanitaire a permis de révéler et mettre en évidence certaines inégalités. Elle les a aussi amplifiées. Ces inégalités-là sont existantes depuis bien longtemps.
On a juste pris un moment ces derniers mois, ces 9 derniers mois, pour peut-être être un peu plus à l'écoute. Donc, je voudrais inviter tout notre public aujourd'hui à vraiment pratiquer l'écoute active et à être prêt peut-être à se mettre dans une situation inconfortable de vulnérabilité. Et je tiens à préciser que ce n'est pas que le public qui se met dans un état de vulnérabilité quand on a ce genre de discussion-là, et que nous-mêmes, que ce soit les panélistes, les animateurs, les organisateurs, nous mettons aussi dans un état de vulnérabilité. Et je vous invite vraiment à le faire de manière, à l'embrasser parce que c'est là vraiment qu'on peut approfondir notre réflexion et peut-être faire des changements dans nos choix de vie, de réflexion, d'approche. Et je pense que cette discussion-là va vraiment nous permettre de faire ça. Je tiens aussi à dire que l'urgence de la situation avec cette crise sanitaire nous met en mode d'accélération. Mais parfois, il est nécessaire et vraiment important de s'arrêter un moment, de souffler, de réfléchir et de voir et d'observer ce que nous sommes en train de faire. Sommes-nous en train de faire la bonne chose? Peut-être pas. Le secteur philanthropique, comme Aude l'a mentionné au début, se remet en question actuellement. Donc, c'est sûr que je travaille dans ce secteur-là depuis 3 ans, et je vois vraiment cette réflexion qui est en train d'immerger. Mais parfois, on se dit que c'est aussi le moment de passer à l'action. Réfléchir, c'est bien. Passer à l'action, avoir de l'intention dans ses actions, c'est très important. Et au lieu de faire justement les bios traditionnels que nous faisons d'habitude, je voudrais justement céder la parole à notre merveilleux panel. Nous sommes vraiment honorés d'être à vos côtés aujourd'hui. Nous avons la chance de vous écouter pendant cette prochaine heure et demie. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Michèle Odette pour se raconter. Bonjour Michèle. Bonjour, kwe tinashkamadan Ines Nabuhogadot, Kesnode Inoto Tasiwa, les Atikamek, Abenaki, Malisit, Walastoyuk, Mac Inut et bien sûr les Wendat. Je suis en ce moment à Québec. Québec qui est un beau mot Innu qui veut dire débarquer de vos bateaux. Donc, juste pour vous dire, ma nation a toujours été super tripante, super accueillante. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que je vais avoir pris mon premier souffle de vie il y a bientôt quasiment 50 ans. Tout d'abord, je veux dire un gros merci à toutes celles qui ont eu l'idée d'inviter des femmes remarquables, des femmes qui sont assez intimidantes, mais après avoir passé quelques moments avec elles la semaine passée, je me suis sentie choyée d'être entourée de vous toutes. Merci à ceux et celles qui nous écoutent de façon virtuelle. Donc, je vous donne un gros câlin anti-COVID, mais beaucoup d'amour virtuel. Alors, je suis née au Labrador. Je suis maman de 2 adultes et de 3 ados qui se pensent adultes et aussi grand-mère de 2 petites filles. Ma plus vieille des petites filles habite en Colombie-Britannique, donc mon territoire est très grand, qu'on appelle le Canada. Alors, en quelques minutes, juste pour vous dire, je suis issue de 2 cultures, la nation Innu, qui a des millénaires dans son ADN, dans son histoire, dans sa richesse, qui a côtoyé et caressé le territoire au Labrador comme au Québec. Et du côté québécois, bien, mon père Gilles, c'est le plus beau Montréalais, le plus beau Québécois. Alors, je suis choyée d'avoir ces 2 cultures. Par contre, les premières minutes de ma vie vont m'avoir fait vivre dès le départ la ségrégation dans le sens où on ne pouvait pas embarquer dans le train des Blancs qu'on appelait à l'époque. On était réservé seulement dans le train des Sauvages. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai été haïssable. J'ai défait le statu quo qui était imposé par le train. Je me suis promenée dans tous les wagons. Aujourd'hui, ce train nous appartient. Et ça, c'est le seul train à travers le Canada qui appartient à une nation autochtone. Alors, de la ségrégation à l'empowerment. Et à travers cette violence coloniale, et qu'on va avoir vécu, prouvé dans des commissions d'enquête, dans des rapports et ainsi de suite, je pourrais vous dire qu'à tous les jours, nous devons gérer cette rage, cette frustration, cette colère et cette peine qu'on va porter en soi, mais aussi en processus de guérison pour faire en sorte que
mes 5 enfants, mon entourage, mon milieu puissent comprendre que nous avons une histoire riche qui a été longtemps bafouée, cachée, puis qu'on nous a mis sous silence, mais qu'aujourd'hui, nous sommes des milliers à dénoncer ou à faire de l'éducation populaire et à dire la vérité. Alors, je suis fière de marcher avec toutes ces personnes-là. Alors, comme mère, comme femme, comme partenaire, comme militante, mais aussi comme personne qu'il faut, ça bouge autour, je pourrais vous dire que si on a gagné des luttes aujourd'hui, c'est grâce à la solidarité de nos sœurs, à la solidarité de tous les gens autour de la planète. Et ce que je fais aujourd'hui, je veux rendre hommage à Joyce Echaquan, qui, elle, va avoir mis au grand jour un silence qui a été longtemps bafoué par des lois, des injustices et un racisme systémique. Alors, je vous dis merci d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel, pour ces bons mots. Je vais donner la parole à Dorothy maintenant pour se présenter et se raconter. Alors, je parais petite à côté de Michel. Écoutez, moi, qui suis-je? J'aime dire que je suis un produit du terroir québécois. Je suis née ici au Québec, d'origine haïtienne, donc vous pouvez voir ma belle balle de laine que j'ai sur la tête. Et j'ai grandi à Saint-Michel. Donc, j'ai grandi dans une famille monoparentale, mais où j'avais toujours une bonne relation avec mon père. Donc, je l'ai toujours vu, il est toujours présent dans ma vie. Et je suis issue de 5 enfants. En fait, issue. J'ai des frères et sœurs, on est 5. Et aujourd'hui, ben, je suis à mon tour maman d'un jeune adolescent. Et dans le parcours de ma vie, ben, je peux vous dire que j'ai été très impliquée, très rapidement touchée par la diversité, je pourrais dire. Parce que bien que je suis née ici, beaucoup de gens s'étonnent toujours de mon accent, mais c'est un accent qui est teinté de mon entourage. Donc, j'avais des amis des 4 coins du monde. Et j'ai toujours été animée par la justice en moi. Évidemment, Saint-Michel, ce n'était pas le quartier qu'on connaît aujourd'hui avec une forte communauté haïtienne, par exemple. Il y avait très peu d'Haïtiens, donc évidemment, plus confrontée au racisme. Et je dois dire que pour moi, j'ai dû me défendre à l'aide de mes points pour gagner un certain respect. C'était comme ça qu'on nous enseignait dans les familles haïtiennes. Et plus tard, évidemment, j'ai délaissé les points pour des actions positives. Et quand je suis arrivée au secondaire, bien, j'ai mis sur pied, entre autres, le comité interculturel, une première dans cette école secondaire, François Perrault, je représente. Et de là, ben, cet amour pour la diversité, j'en ai fait mon cheval de bataille parce que par la suite, je suis devenue conseillère en ressources humaines et même dans les ressources humaines, je militais, j'ai tout fait pour qu'on puisse avoir des politiques en gestion de la diversité. Et il y a 15 ans, c'était mis de côté. Mon propos, on va en parler un peu plus, était minimisé, banalisé. Et par la suite, je suis tombée en amour avec l'humour. Donc, j'ai quitté les ressources humaines pour être sur la scène. Donc, avec humilité, je suis fière de dire que je suis la première femme noire humoriste francophone du Québec et du Canada. Et là aussi, j'ai voulu faire rayonner la diversité, mes origines haïtiennes, l'univers des communautés noires sur la scène. Et ça n'a pas été facile. On aura la chance d'en parler. Et par la suite, ben, en 2016, écoutez, l'entrepreneuriat est venu me chercher, l'entrepreneuriat social, parce que, comme je vous l'expliquais, quand j'étais jeune, je me défendais avec les poings. Et il m'est arrivé une situation en 2016 où j'ai eu une frustration et cette colère-là ben, s'est transformée en un beau projet qui est le Salon international de la femme noire. Donc, je me suis regroupée de femmes extraordinaires, afrodescendantes, pour mettre cet événement, mais on aime dire que c'est plus qu'un événement, c'est un mouvement féminin inclusif. Et pourquoi? Bien, pour nous, c'est important de contrer à l'invisibilisation des femmes noires. Parce que, comme je vous l'expliquais, je suis née ici et pour moi, c'était inadmissible qu'à l'aube de mes 47 ans, qu'on soit encore, qu'on ne parle pas de nous dans les livres d'histoire et dans toutes les sphères.
Donc aujourd'hui, je peux vous dire que je suis à la tête d'Audace au féminin, mais j'aime souvent dire que mon rôle, je suis une chercheuse de perles noires. Merci beaucoup, Dorothy. Je vais passer la parole sans plus tarder à Odile Jeannette pour se raconter aussi. Bonjour tout le monde. Vraiment heureuse et choyée et honorée d'être avec vous toutes. Vous êtes inspirantes, chacune d'entre vous. On dit souvent dans nos cultures que la langue est notre identité. J'ai malheureusement pas eu la chance, moi, de grandir près de ma langue ou de mes langues. J'ai un papa Innu de Pessamit, une petite communauté sur la Côte-Nord, qui est un survivant des pensionnats, qui est décédé de ses traumas. Mais j'ai aussi une kokum Anishinaabe du territoire algonquin de l'Abitibi où j'ai grandi. Donc, j'ai grandi entourée de cette langue Anishinaabe que j'entendais au pied de mon lit, mais que je n'ai malheureusement jamais pu apprendre. Ça fait partie de mes objectifs de retraite, hein, d'aller chercher un petit peu de cette identité à travers les mots qui sont si uniques. J'ai un parcours difficile. J'ai, comme plusieurs, cherché un peu à comprendre cette identité qui était à la fois Innu, Anishinaabe, mais en même temps, j'avais une maman québécoise, montréalaise, qui m'élevait dans les coulisses du mouvement des femmes autochtones du Québec, qui tentait de me garder enracinée dans les luttes et inspirée par ces femmes militantes que j'ai vues et qui m'ont donné toutes sortes d'apprentissages. Nos aînés disent souvent écoute, regarde, ce n'est pas en parlant qu'on apprend. Alors, je pense que j'ai fait beaucoup ça jeune pour tenter de me trouver. Puis finalement, je pense que les premières sources de réalisation de ta différence et de ton exclusion, l'instinct, c'est la colère. La colère qui finalement nous amène dans un comportement non participatif, autodestructif. Alors, ça a pris du temps avant que je puisse tenter de trouver ma place et ma valeur. Puis je l'ai réussi à travers l'éducation. Une éducation que je me suis forgée moi-même parce que j'ai décroché au début du secondaire. J'étais à Montréal-Nord, Quartier-Ville, puis je ne me sentais absolument pas entourée de ce qui me représentait, à part mes amis issus de l'immigration, issus de toutes sortes de milieux qui avaient connu comme moi l'exclusion et qui se faisaient courir après par la police pour rien. Mais après, j'ai trouvé à travers l'éducation et un parcours d'apprentissage un peu toute la résistance des premiers peuples et des Premières Nations, de l'ensemble des peuples inuits et métis de ce pays et de partout dans le monde. Et puis, j'ai été inspirée par ce parcours de résistance. J'ai été inspirée par la contribution, finalement, quelque chose que je n'avais jamais appris, la contribution des Premières Nations à la société que je cherchais à intégrer d'une certaine façon. C'est vraiment le parcours éducatif qui m'a éveillée, mon côté militant, mon côté vouloir contribuer. Je suis maman de deux beaux garçons, mon plus petit Malik, qui a 13 ans, mon plus grand Milan, qui a 20 ans. Et puis, je me dis toujours que pour moi, la résistance et le militantisme doit être aussi une forme d'inspiration pour la génération qui nous suit. Je veux qu'ils aient envie de prendre le relais. Ma mère disait souvent, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, il faut durer dans le temps, il faut avoir du plaisir, il faut être capable de célébrer chaque petit pas. Alors, je pense que c'est ce qui m'anime dans ce que je fais. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être à la direction générale du Wapgoni Mobile, une initiative qui finalement permet à l'expression de la jeunesse et même des aînés de plus en plus à prendre la caméra, prendre le micro et s'exprimer à travers l'art, se transformer, se réaliser, se reconnaître. Alors, je suis extrêmement heureuse d'être ici pour partager un petit peu de ce parcours avec ces chères dames que j'admire et que j'adore. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Odile. Alors, last but not least, comme on dit, Boshra Manay. Alors, bon matin tout le monde. Je suis extrêmement intimidée et honorée à la fois de parler avec Michel, avec Odile et avec Dorothy. Fait que je remercie vraiment la Fondation d'avoir pensé à créer cet espace de conversation.
Dès le départ, j'ai trouvé que c'était une bonne idée et je continue de penser que c'est une bonne idée et je continue de penser qu'il va falloir faire autre chose avec tout ça. Pour me présenter en 3 minutes, je vais tenter d'être la plus brève. Je me considère, ce mardi matin, je me considère d'abord comme une maman. Maman d'un enfant, d'un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Milan. Et donc, dans le moment de ma vie où je dois à la fois jongler avec une organisation, des tas d'implications militantes et avec la maternité, je pense que c'est un des axes de ma vie que je ne peux pas ne pas mentionner. Je suis née en Tunisie, d'un papa tunisien, d'une maman algérienne, j'ai envie de dire d'une maman guerrière berbère surtout. Et ma famille a dû s'exiler dans les années 90, donc, alors que j'avais 10 ans, vers la France. Donc, je suis arrivée dans le Nord, dans les pays du Nord, comme réfugiée, comme enfant réfugié. Et plus tard, j'ai décidé de quitter la France pour m'installer au Québec. Et donc, ça fait 12 ans que j'ai fait le choix de venir vers le Québec, qui n'est pas un choix sans ambivalence. Et je pense qu'on va mettre... On a dit que c'était une conversation très sincère, ce qu'on allait faire aujourd'hui. Et je porte en fait même dans mon choix d'immigration une très grande ambivalence. Parce que même si je reconnais avoir choisi Montréal comme une terre pour continuer à vivre, pour travailler, pour me refaire une communauté, je pense quand même que avec mon parcours migratoire, je participe d'une façon, entre guillemets, de continuer une forme de colonisation et que je porte ce questionnement-là beaucoup plus qu'un questionnement. Donc, je me définis comme chercheur. Je pense que c'est la chose qui illustre le mieux la façon avec laquelle j'agis au quotidien. J'ai fait des études qui sont aussi un énorme privilège selon moi, en études urbaines. Donc, j'ai un doctorat en études urbaines. Et ce que j'ai décidé de faire, c'était pour mieux me comprendre comme personne, comme enfant de réfugié, comme femme qui a décidé de quitter la France, comme femme qui a vu des enjeux de racisme autour d'elle s'exprimer, c'était de mieux saisir à travers la théorie, à travers les études, et dans le fond, d'avoir une sorte de passeport que personne ne pourrait me retirer, qui est une sorte de droit de parole. Et donc, depuis que j'ai terminé mon doctorat, je travaille soit comme consultante, soit comme chercheur, mais surtout aussi dans le communautaire, et notamment à Montréal-Nord, communauté que j'ai aussi choisie parce que je suis, comme citoyenne française, j'ai beaucoup grandi et évolué dans des espaces qui étaient des espaces marginalisés de la République. Et j'ai l'impression qu'à Montréal, l'espace dans lequel je me sentais le plus confortable après avoir fait ma thèse sur Saint-Michel, c'était de travailler à Montréal-Nord et de, quelque part, contribuer à ordonner à une communauté qui a beaucoup été éprouvée dans les dernières années. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Boshra. Merci beaucoup à toutes. Sur ces mots, on comprend très bien que nous sommes face à des personnes, à des femmes militantes, militantes pour la justice sociale, pour un monde plus équitable, plus inclusif, chacune à sa façon. Et en même temps, ce sont des personnes, des femmes qui font partie d'une communauté, qui sont autochtones. Et dans ce sens-là, je voudrais vous demander justement cette multitude de chapeaux que vous portez, d'identité. Quels sont en fait les défis ou les opportunités que vous vivez chaque jour, au quotidien, en étant ces femmes-là justement qui ont quand même une chance par rapport à d'autres, entre guillemets, c'est-à-dire que en fait, vos actions ou vos activités professionnelles sont en ligne avec votre mission de cœur. Et donc, j'aimerais que vous en parliez un petit peu plus, que vous nous aidiez à comprendre, en fait, comment vous approchez la chose, comment vous l'appréhendez, et que vous parliez aussi de vos défis en tant que femme racisée, en tant que femme autochtone, en tant que femme militante. Et je vais commencer par Dorothy cette fois-ci pour cette petite tournée de table. Bien, écoute,
Regarde, Michel, elle a parlé dès sa jeunesse, elle a vécu la ségrégation, l'exclusion, le rejet, je l'ai vécu aussi, peut-être pas sous la même forme que Michel, mais très jeune, on te fait tout de suite remarquer que tu es différent des autres. Et puis, je pense qu'un des moments qui m'a marqué le plus, c'était que ma meilleure amie c'était une Québécoise blanche. J'aime bien dire blanche parce que je suis aussi québécoise. Et donc, on partageait tout. Elle venait dormir chez moi, j'allais dormir chez elle. Elle allait dans nos événements, dans la culture haïtienne, vice-versa. Et en 6e année, elle a décidé de célébrer notre départ vers le secondaire. Et tout le monde était invité à la fête chez elle, sauf moi. Et c'était sur ma rue. Il y avait peut-être 2-3 maisons qui nous séparaient. Et là, je voyais les mêmes élèves que j'ai côtoyés de la maternelle jusqu'en 6e année en train de célébrer. Et moi, j'étais à l'extérieur, je regardais la scène et je vous avouerai que ça a été un coup très fort qui m'a marqué. À un point tel que c'est récemment que j'ai approché cette amie-là. En fait, on s'était perdu de vue, évidemment, mais sur Facebook, je l'avais retrouvée. Et je lui ai relancé par rapport à ça, parce que c'est une douleur qui m'avait fait mal. Et je me suis sentie trahie, mais surtout parce que j'étais noire, je n'étais pas invitée dans cette fête. Et là, ça m'a fait comprendre rapidement certaines choses. Et quand je suis arrivée au secondaire, tout de suite, je me suis identifiée à, tu sais, vous savez, au secondaire, il y avait la table des Asiatiques, des Maghrébins, il y avait la table des Haïtiens. Et moi, je me suis tout de suite greffée à cette table-là et j'ai eu un autre rejet parce que je ne parlais pas créole. Donc, j'ai dû apprendre le créole, mais quand même, c'est là que j'ai senti le besoin de ce sentiment d'appartenance envers les communautés noires. Et ma culture, ma curiosité, c'est pas arrêter simplement à connaître sur mes origines haïtiennes, mais sur l'ensemble des cultures noires. Donc, c'est là que j'ai commencé à devenir peut-être à devenir noire ou peut-être à prendre connaissance de mes origines. Et puis, dans ma famille, on aime souvent dire que je suis la plus black parce que je ne me limite pas à la culture haïtienne, je vais au-delà, je vais m'intéresser aux Afro-Cubains, Afro-Brésiliens, donc ça va beaucoup plus loin et même ça se transpire au niveau, chez moi, au niveau des arts, de la littérature. Donc pour moi, ça a été le premier coup, puis ça m'a toujours poursuivi et jusqu'à aujourd'hui, l'exclusion, oui, je vais le vivre, mais peut-être autrement. C'est sûr qu'avec la maturité, avec l'expérience, on gagne la confiance. En tout cas, dans mon cas, j'ai gagné de la confiance et cette prise de parole-là, elle est beaucoup plus présente qu'auparavant. Mais s'il y a bien une chose qui me dérange en tant que femme et en tant que noire, c'est là qu'on voit vraiment l'intersectionnalité, c'est le fait que je dois toujours me justifier, toujours expliquer. Et ça devient lourd. Et ça draine de l'énergie. Toujours, 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 constamment justifier le pourquoi. Et ça, je le traîne même aussi en tant qu'à la tête d'une mission, d'un organisme où la mission est de mettre en lumière des femmes noires qui brillent dans l'ombre. Avant les événements de Black Lives Matter, ben, c'était difficile d'avoir l'écoute du milieu corporatif, du milieu des affaires, gouvernement, d'avoir cette écoute-là sur la présence des femmes noires. On regardait ça, puis d'ailleurs, les femmes noires n'étaient pas incluses dans la diversité. Donc, j'ai eu des rejets, j'ai eu des non, en tout cas, je pourrais vous en parler plus longuement. Mais c'est un long combat et on n'a pas terminé. Il y a eu de beaux efforts, il y a eu de beaux progrès, mais je suis obligée de dire c'est un long combat. Alors moi, je me bats, comme plusieurs d'entre nous qui sommes autour de ce panel, je le fais aussi pour mon fils et je suis contente de voir que lui est encore plus réveillé. Dès le primaire,
quand on lui a présenté le livre Agatha Christie, ça n'a pas pris de temps avant qu'il questionne le professeur et puis lui explique son malaise face au titre du livre d'Agatha Christie. Donc, je suis contente de voir que cet éveil-là est beaucoup plus présent chez mon fils et de voir chez cette jeunesse-là. Donc, si on fait ça, c'est pour eux autres, parce qu'on est différent de nos parents qui, pour eux, ne dénonçaient pas le racisme, ne dénonçaient pas le racisme systémique. Pour eux autres, on se taisait et on ne disait rien. On rentre dans un emploi, on reste là, on écoute ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, yo, ça a changé. On parle maintenant, on réagit. C'est plus comme avant. Alors c'est ça. Donc, je fais tout ce travail-là pour cette nouvelle génération-là, pour que, encore une fois, on travaille tous dans le même sens. C'est pour un Québec où on veut un vivre ensemble pour une meilleure inclusion. Et c'est ça. Merci, Dorothy. En t'écoutant et en t'écoutant raconter ton expérience à l'âge de 11 ans, je pense, j'ai ressenti de la colère, mais après, je me suis rappelé des mots d'Odile qui nous rappelaient que la colère peut nous rendre ou peut nous mener vers des actions autodestructrices. Et donc, j'ai essayé de digérer cette information-là. Et l'autre point sur lequel que je retiens aussi, c'est le besoin, enfin pas le besoin, mais d'être toujours mis dans cette position d'avoir toujours expliqué le pourquoi, le comment, comme si on parlait au nom d'une communauté, qu'on n'était pas un individu aussi avant tout. Et sur ces paroles-là, je passe le micro à Odile pour nous partager aussi son expérience. Merci, Inès. Bâton de parole, je le prends. Merci de me l'offrir. Effectivement, moi aussi, le parcours, j'ai rencontré vraiment la première chose qui m'a frappée, c'est la division. Et puis moi, toute petite, j'étais à Val-d'Or. Et puis, j'avais des meilleurs amis qui se sont retrouvés en jeu il y a quelques années. Et puis, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se serait passé si j'étais restée là pour moi. Mais j'ai vu la division donc entre autochtones et non-autochtones, entre la police et les services et mes sœurs et mes frères. Mais j'ai aussi vu de la division entre les Premières Nations, entre Cri et Anishinaabe. C'est quelque chose qui m'a marqué aussi, de voir qu'il y avait des divisions linguistiques, qu'il y avait des divisions vraiment à plein niveau. Et puis, ça m'a interpellée finalement que ce qu'il fallait faire, c'est trouver des façons de rapprocher ses voix, rapprocher ses points de vue et ses propos dans un débat sain et équilibré. J'ai rencontré le racisme très jeune et puis ce que j'ai constaté très jeune, c'est le silence des Premières Nations face au racisme et pourtant les cris de ma mère face au même racisme. Alors, j'ai compris qu'il y avait matière à partager des outils de chaque côté, beaucoup. C'est pour ça que je m'identifie beaucoup à la société de colons et puis leur parcours, mais aussi avec l'apprentissage, parce que ça, c'est toutes des choses que j'ai jamais appris autour de moi par mes proches, mais avec l'école, avec les études. Quand j'ai compris que le parcours de résistance, nous l'avions aussi dans notre histoire et que je devais en être fière et que je devais donc, à tous les coins de rue, dans les autobus, à chaque fois que j'entendais un propos raciste, il fallait que j'intervienne pour dire « Attends, mais tu sais pas quelque chose, je vais te raconter quelque chose. » Puis je rentrais toujours dans des débats, j'entendais quelque chose, je parlais. Donc, parce que je pense vraiment que ça passe par plus on sait, plus on est capable de partager finalement la vraie histoire de nos ancêtres, plus on va être capable de partager une fierté de où on vient et où on veut aller ensemble. C'est sûr qu'au quotidien, moi, avec Ouagoni, je rencontre une jeunesse qui est bourrée de colère, comme moi je l'étais. Je rencontre une jeunesse qui parfois est dans un processus de guérison. Parce que le trauma de la colonisation, c'est un trauma qui nous a brainwashés vers le silence et le retrait. Vraiment, c'est le silence et le retrait qu'on a été
habileté à réagir comme ça face à l'injustice. Donc, vraiment, par contre, en même temps, la jeunesse est tellement inspirante et puis aujourd'hui, on sent toute cette résurgence autochtone dans l'art, dans l'éducation, dans la politique, dans l'expression. Alors, je pense que le processus se nourrit énormément pour vraiment se reconnaître à travers des militants qui ont une voix. D'où l'importance de créer des tables comme aujourd'hui, puis de créer des espaces comme ceux qu'on essaie de faire humblement chez Wapkoni, en essayant d'offrir à la relève des modèles, à influencer l'industrie médiatique pour qu'ils arrêtent de faire des histoires uniquement sur nos difficultés, mais qu'on parle de nos beautés, de nos réussites, de nos exploits, de nos talents. Je pense que ça, c'est vraiment ce que je tente de faire au quotidien et que je tente de dénoncer. Et j'essaie d'amener aussi des regards divers à comprendre qu'il faut faire attention de ne pas rester coincé dans un espace que je trouve qui est un espace qui existe au niveau individuel dans un parcours de guérison, qui existe au niveau sociétal également. C'est cet espace où, à travers le savoir, l'apprentissage des histoires de nos aînés, nos parcours, on commence à comprendre qu'on est dans un espace de guérison nécessaire où il faut arrêter de pointer du doigt puis se responsabiliser pour prendre l'espace, puis vraiment là, tourner la page. C'est des fois le pardon, je pense que personnellement, ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie. Pardonner, je pense, c'est la chose la plus difficile, mais je pense que socialement parlant, il faut se pardonner un petit peu pour être capable de passer de l'inertie à l'action, tu sais, de l'histoire à vraiment un avenir co-créé ensemble. C'est mon parcours au quotidien que je tente de ramener continuellement. Je me suis souvent demandé pourquoi je m'appelais Odile. Je vais vous raconter cette petite histoire parce que Odile, je suis Innu ou Anishinaabe, j'ai grandi en anglais, j'ai un nom comme Odile et puis je me souviens que j'haïssais ça. Mes cousins, ils m'appelaient Odile de téléphone ou Odile Pickle, puis bon, ça faisait mon caractère, c'est bien bon. Mais je me suis toujours demandé, quand j'ai appris que finalement ma mère, elle avait respecté la tradition Innu, puis elle m'avait présentée à ma grand-mère. Petite femme forte, elle va donner naissance à tous ses enfants dans le bois. Puis j'étais sa première enfant d'une union mixte. Ma petite mère, rousse, 5 pieds 3, tache de rousseur. Mon grand-père, costaud, 6 pieds, Innu, solide. Et puis, je peux juste imaginer ma grand-mère regarder ce petit bébé-là, Innu, avec les cheveux tout spiky des airs. Elle dire, bon, comment elle va s'appeler? Parce qu'elle voulait que mon nom soit donné par ma grand-mère. Et puis, c'est ma grand-mère qui a choisi le nom Odile en mémoire d'une amie européenne, toute petite, avec laquelle elle avait joué dans le bois. Et je pense que je porte un petit peu de cette histoire avec ce nom. C'est cette histoire d'amitié entre les nations, entre les peuples, entre les générations. C'est ça que je veux porter et c'est ma façon de contribuer finalement, de saluer ces espaces où on peut ensemble se rejoindre comme à Tiohtià:ke, comme l'histoire de ce territoire, cet espace où on se rejoint, tous les peuples, toutes les nations pour célébrer, fêter, échanger. Alors, voilà une partie de moi que je porte au quotidien. Merci beaucoup, Odile. Tu as mentionné l'importance de créer cet espace pour la relève. Donc, je disais tout à l'heure que vous aviez la chance, dans le fond, que votre parcours professionnel était en ligne avec votre mission de cœur, mais c'est aussi une responsabilité, effectivement, et je pense que tu l'as très bien illustré. Je cède la parole à Boshra. J'ai envie de dire que, en fait, le fait d'être une femme racisée, pour ma part, qui s'identifie comme femme arabe, maghrébine, tunisienne, comme musulmane, dans un contexte où être musulman, c'est pas super funky, on va se le dire. J'ai l'impression qu'au quotidien, ce que nous sommes et ce que nous faisons est dans une constante conversation. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir à vivre au quotidien avec une ambivalence
entre des moments où je me dis « Ok, non, là, je n'ai pas besoin de m'identifier. Ah, si, quand même un peu, parce que ça pourrait aider d'autres. » Juste de prendre la parole, par exemple, ce matin, c'est une façon de se dire « Ok, d'abord, ça nous permet… » Moi, comme personne, ça me permet d'être en solidarité avec d'autres femmes. Mais il y a une multitude de couches de pourquoi j'ai accepté de parler aujourd'hui. Et notamment de se dire, il faut que des femmes musulmanes, même si, en l'occurrence, par exemple, je ne porte pas le voile, se visibilisent dans l'espace public. Et que se visibiliser dans l'espace public, c'est une façon aussi d'ouvrir des brèches, des voies, on va dire, ouvrir à des parcours qui sont en fait très invisibilisés. Puis je pense qu'il faut reconnaître que les femmes, d'une manière générale, en termes de parité, etc., ont beaucoup avancé dans la plupart des sociétés. Mais en réalité, il y a encore beaucoup d'angles morts. Je vais réutiliser le titre du livre de Alexa Conradi, qui parlait beaucoup des angles morts au Québec. C'est-à-dire qu'on a au Québec une façon de construire une norme sociale, et dès que vous êtes un peu dans l'ombre de cette norme-là, c'est très difficile de se faire sa place. Et donc, j'ai l'impression au quotidien d'avoir à dealer avec… d'avoir une lampe torche, puis de dire « Ah, là, il manque de la lumière, il faut mettre un peu de lumière ici. Ah, là, il y a de belles choses qui se passent, comme par exemple… » Moi, j'ai été formée… Enfin, une de mes passions, c'est de travailler sur la ville. À la base, oui, je m'intéressais à la question de l'immigration pour mieux me comprendre, etc. Mais moi, ma passion, c'est d'être une géographe qui pense les territoires, qui pense le développement social dans les territoires et qui pense le rapport des individus à leur environnement, surtout dans les villes. Et donc, c'est comme si la question raciale et la question de la diversité, c'était devenu un chapeau comme, on va dire, nécessaire, obligatoire, qu'il faut porter parce qu'on sait qu'il faut avoir un discours là-dessus et des pratiques novatrices là-dessus. Mais des fois, j'ai envie de dire, je suis surtout docteur en études urbaines, donc des fois, j'aime parler de d'autres choses que juste de ce que je suis. Et donc c'est ça. Donc, être une femme racisée qui doit travailler dans des milieux, que ce soit le milieu universitaire ou le milieu communautaire ou le milieu des institutions, c'est avoir à dealer avec ce chapeau-là tout le temps. Qui je suis, ce que je fais, ce que je sais faire, quelle expertise j'ai, quelle autorité j'ai à parler, etc. etc. Donc, pour moi, c'est vraiment l'image qui me vient, c'est vraiment celle de jongleuse. J'ai l'impression d'être une jongleuse professionnelle à devoir parfois expliquer dans des termes très, très théoriques, parfois à devoir, même moi-même, je pense que c'est downgrade, ou en tout cas juste de comme minimiser le type de vocabulaire que je serais apte à utiliser pour mieux me faire comprendre, être sensible à qui je parle. Parfois, on l'évoquait, Dorothy a un parcours fascinant là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut passer des ressources humaines à l'humour, il faut quand même le faire. c'est dire l'intelligence et la sensibilité avec laquelle on doit tout le temps connecter, et je suis sûre que Odile et Michel ont des tas d'exemples là-dessus aussi. Fait que ce que j'ai envie de dire professionnellement et de ce que j'appellerais ma présence dans l'espace public, c'est ça, c'est d'avoir cette ambivalence constante. Puis, je n'ai pas pu m'empêcher, je vous l'avais dit que j'allais être très émue par cette conversation, je n'ai pas pu m'empêcher de me reconnaître dans ce qu'a raconté Dorothy. Personnellement, je l'ai vécu en France. J'ai vécu un racisme très direct en France là-dessus. Bon, voilà, il n'y a pas d'angle mort, c'est très direct. Et moi, c'est à mon premier jour d'école, j'avais 10 ans, à mon premier jour d'école, je ne savais même pas c'était quoi être arabe. Et on me présentait à la salle de classe. Et quelqu'un a dit non, je lui dis pas bonjour parce que c'est une arabe, c'est des salles arabes, etc. Et donc, j'ai envie de dire que le racisme, au final, quand on est jeune, pour beaucoup des populations racisées et racialisées, c'est comme une date un peu imposée. C'est-à-dire que tu ne l'as pas demandé, ça s'impose à toi, tu ne sais pas trop comment le gérer, tu ne le sais pas. En fait, c'est comme ce que j'ai appelé dans ma thèse, c'est l'hétérodéfinition. À un moment donné, toi, tu te vis comme un enfant et il y a comme une identité qui est apposée sur toi, qui est une chape de plomb et qui est une chape de plomb parce qu'en fait, elle t'empêche de voir un horizon de citoyen.
mais qui n'est pas une chape de plomb quand tu te la réappropries. Et moi, ce qui s'est passé, c'est deux choses. C'est que ma mère m'a dit, le prochain qui te dit que tu es une sale arabe, tu te laisses pas faire. Et d'autre part, ma maîtresse, donc la maîtresse d'école, a saisi cette opportunité-là pour me permettre de me faire ma place. Et donc là, j'ai été encadrée par ma cellule familiale, et très bien encadrée, par ma cellule familiale et par l'institution scolaire. Et donc, je sais à quel point cette chance que j'ai eue, beaucoup de garçons racisés ne l'ont jamais eu, beaucoup de filles racisées ne l'ont jamais eu, beaucoup des filles et des garçons autochtones ne l'ont jamais eu. Donc, je suis tout à fait consciente d'au final, comment, parce que ma mère a transformé, parce qu'elle-même avait vécu le racisme comme algérienne dans les écoles catholiques. Ma mère avait été scolarisée dans des écoles catholiques et elle ne se faisait pas appeler Malika, elle se faisait appeler Monique. Et ma mère, tout son parcours de vie a été fragmenté à cause justement de cette espèce de tentative de blanchification qui avait été faite. Et donc, c'est comme si je garde cette expérience-là comme une espèce de boîte à outils où je me dis, OK, toi, tu as eu le privilège d'avoir eu une maman et une maîtresse qui t'ont soutenue et qui t'ont permis de pouvoir continuer à être bonne à l'école et d'aimer l'école. Eh bien, ça, il faut que tu le redonnes. Et donc, moi, ce que je fais, c'est quelque part de me dire, j'ai une mission au quotidien. Je m'estime une missionnaire du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'au quotidien, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais qui peut répercuter et influencer des jeunes racialisés, des jeunes femmes racialisées, et notamment des jeunes filles arabes et musulmanes qui n'ont peut-être pas parfois de modèle très complexe, parce que, et je vais m'arrêter là, je crois que le problème aussi, c'est qu'on nous réduit tout le temps. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, on est des femmes extrêmement complexes, on est des femmes avec beaucoup d'habileté, puis je dis ça avec beaucoup d'humilité quand même, et au final, la façon avec laquelle on est dépeinte, notamment dans les médias ou dans l'imaginaire cinématographique, des séries, etc., c'est toujours avec une réduction. Donc, si vous êtes en ce moment, par exemple, une jeune fille racialisée qui vivait, par exemple, des histoires d'amour problématiques, parce que vous avez on va dire, une tradition familiale musulmane qui, je ne sais pas, qui peut peut-être vous contraindre, etc., et de l'autre côté, une société qui ne correspond pas nécessairement peut-être aux valeurs religieuses ou traditionnelles ou familiales que vous avez, il n'y a pas grand monde pour vous permettre de le vivre dans une complexité. Il n'y a pas grand monde. Il y a juste des espèces de personnes très schématisées, des personnes dont certaines des identités sont réduites. Et donc, moi, ce que j'essaye de me dire, c'est au quotidien, il faut que je montre à quel point ça a été compliqué, même dans mon espace intime. Donc, il faut montrer notre complexité, il faut dire à quel point ça a été difficile, et je vais m'arrêter là pour vrai, mais un des livres qui, moi, m'a fait le plus de bien dans les dernières 2 années, parce que j'ai éprouvé énormément de questionnements dans mon espace intime sur qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme racisée avec un caractère aussi trempé. C'est Cartographie de l'amour décolonial, qui a été écrit par une femme autochtone. Et je me suis tellement retrouvée dans la complexité qu'elle décrivait des relations entre elle comme femme autochtone, les hommes blancs, les hommes autochtones, etc. Donc, c'est une complexité qu'on vit au quotidien, c'est une ambivalence qu'on vit au quotidien et qui n'est pas aussi comprise qu'on voudrait. Merci, Boshra. Mais toi, tu n'es pas comme les autres, n'est-ce pas? Combien de fois a-t-on entendu ça? Il y a beaucoup de choses que tu as dit, Boshra, qui sont super intéressantes, notamment le concept d'alliés, de se retrouver justement entouré d'alliés qui, dans le fond, ne gardent pas le silence quand ils sont témoins de quelque chose qui ne tourne pas rond. J'adore ton concept d'angle mort que tu as mentionné aussi, et de mettre le spotlight là où on en a le plus besoin, même si la personne ou les personnes pour lesquelles tu es en train de mettre ce spotlight ne sont pas forcément totalement comme toi. Je pense que ça aussi, c'est un concept d'allié qui est très important. Et sans plus tarder, j'ai l'impression de prendre un thé avec mes copines, vraiment.
Et je vois l'heure en même temps. Donc, je ne vois plus Michel, mais j'imagine qu'elle va revenir et je vais lui céder la parole pour nous interpeller et partager son expérience aussi. On t'attend, Michel. Je suis désolée, c'est les résultats COVID. Je suis désolée. Pas de problème. Allez-y, oui. Ce qu'on va faire en attendant que Michel revienne, et ça montre vraiment le contexte actuel dans lequel on est, puis c'est un bon lien avec notre prochaine question. On a quand même constaté que la crise sanitaire actuelle, comme je l'ai dit au début, a amplifié des inégalités, a des amis, les amis. Écoutez, en fait, ce qu'on va faire, on va revenir à Michel si elle est disponible. Et ensuite, on va continuer. Désolée, les résultats sont négatifs pour ma petite famille. Alors, je n'avais pas le choix. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai été en mesure de recevoir et d'accueillir les mots et les paroles des gens qui ont partagé. Et vous m'avez fait basculer à 3 événements très, très, très marquants. À 11 ans, on nous dit, quand on est proche de notre chemin rouge ou de notre tradition spirituelle ou de nos récits à nous, on aurait été des étoiles. Et j'aurais choisi mon père québécois et ma mère Inou. Mais souvent, je me suis demandé, si, très honnête, pourquoi j'ai choisi un chemin aussi ardu, aussi tough, aussi compliqué. Mais en même temps, Odile va l'avoir dit, sinon Bochra ou un peu tout le monde, de dire qu'on est essoufflé, mais on fait les choses, puis on y croit. Et à 11 ans, ma mère marie le plus beau Québécois, donc on est expulsés. Et la violence, c'est mon propre monde. Des Inuits, des adultes, physiquement, verbalement. Et je vais vous épargner là, les gestes et les actions, mais c'est ça, ma relation avec mon côté Innu, de 0 à 11 ans. Ensuite, à 16 ans, un peu poquée de la vie, je décide de retourner au secondaire parce que je l'ai abandonné et réabandonné, ou je pense que lui-même m'aura abandonné, là, le système d'éducation. Et à 16 ans, cette Québécoise qui avait marié un Inou chez nous, qu'on appelait Indien, me dit écoute bien, ma grande, tu n'es pas une Indienne, fait qu'on ne pourra pas te soutenir. Et je me disais Odile, quand tu as parlé de ta maman, que j'aime beaucoup, elle aussi, cette femme, elle avait des petits picots, les cheveux roux, puis je dis comment ça se fait, toi, tu es une Indienne, puis moi, je ne le suis pas. Ah, ben, j'ai marié un Indien, puis ta mère a marié un Blanc, fait que t'es out. C'est comme ça qu'elle était ma formation, en plus, de voir que du monde chez moi, dans ma communauté, vont m'empêcher d'être une femme, d'être une Inou et de pouvoir bénéficier de l'éducation. Alors, ce sont des événements de même qui vont puncher mon imaginaire, mon esprit, puis mon âme, et évidemment parsemé là, d'hommes là, qui vont nous voler, notamment moi, malheureusement, là, mon âme, là, dans des nuits où on n'aura pas voulu. Et en vieillissant, je réalise, ouais, j'ai donc bien un vide spirituel, un vide culturel. J'ai honte, l'éducation m'apprend à avoir honte. L'éducation chez nous, tant à Maliotenam ou à Montréal, surtout à Maliotenam, je n'ai pas ma place comme femme ou comme jeune femme. Et ma place, c'est supposé d'être confinée à faire la cuisine, le ménage, et ainsi de suite. Et je suis révoltée, je ne peux pas croire à ça. Et pourtant, j'ai un père généreux qui me dit non, 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 lève-toi puis défends-toi, qui est très vocal, très volubile, et ma mère extrêmement introvertie et silencieuse. Puis, lorsque je commence à m'impliquer politiquement, socialement, surtout dans ma communauté, dérange pas, toi, là. Viens brasser des choses entre les hommes et les femmes, puis t'es pas une vraie Indienne, alors dérange pas. Et quand je suis à Montréal, oh my God, on a Michel Audette, une vraie, tu sais, alors que, ben, vraie quoi? Je sais même pas c'est quoi ma culture tant québécoise qu'Innu. Alors, un exercice personnel va se faire et va faire en sorte que c'est même plus du travail, c'est une passion qui devient dangereuse pour moi-même parce que je ne suis plus là pour mes 2 premiers enfants, là, qui sont des adultes aujourd'hui.
Je ne vois pas la dent tomber, je ne vois pas le premier pas. Ce n'est pas moi qu'on appelle maman, c'est ma chum qui prend soin de mes garçons. Je suis extrêmement impliquée avec Femmes autochtones du Québec, comme si c'était mon processus de guérison, qui était ma béquille. Parce que là, je me sentais vive et à l'extérieur, je me sentais en mode de survie. Et que, pour terminer, je vous dirais, on a fait une commission d'enquête hallucinante, historique, qui n'a jamais existé auparavant, pour faire la lumière sur les disparitions et les assassinats auprès des femmes et filles autochtones ici au Canada. Notre propre monde va nous critiquer, va nous louanger aussi certains, et d'autres plus intimement par le malaise vont dire « Mon Dieu, Madame Audette et votre équipe ou les autres commissaires, merci de faire ce que vous faites, merci de votre courage. » C'est sûr que ça fait chaud au cœur. Mais quand je me retrouve dans ma communauté ou dans des événements tenus par ma communauté, on va louanger tous ces hommes. On parle de 2019, là, en 2019, où là, on va inviter des gens un peu archaïques. Là. Ça fait longtemps, ils ont de la misère à tenir debout. C'est des héros, des leaders ou des gens, hein, ils sortent d'où? Mais c'était tous des hommes. Et moi, je suis assise dans la salle, dans le fin fond, pas que je voulais la lumière sur moi ou je voulais être une table de gens qu'on va honorer là, par surprise, mais je suis allée pleurer aux toilettes. J'ai dit, comment ça se fait que parce qu'on dit la vérité, parce qu'on devient un outil, un porte-voix, où on va amener aussi des solutions, on va amener de l'espoir, on va inclure nos hommes dans ce processus-là. Les hommes et les femmes qui ont organisé l'événement ont fait fi de la présence des femmes qui sont fortes, de la présence des femmes qui font partie d'un changement. Et c'est des Québécoises qui sont venues me voir et disent « Mon Dieu, Michel, je suis mal pour toi. » Orgueilleuse, j'ai dit « Non, non, c'est correct, je suis habituée. » Mais en dedans, elle ne savait pas que j'avais été pleurer aux toilettes en disant « Ah, pourquoi? » Alors, on a à vivre avec ça. Puis, pour la première fois de ma vie, je vais me retrouver, non, deuxième fois, à l'Université Laval, où c'est juste des Québécois et des Québécoises. Et très peu de Premières Nations ou d'Inuits. Et je sens de l'amour. Je sens une volonté de « aïe, aïe, on n'était pas correct, puis on veut faire mieux ». Et ça, pour moi, c'est un processus de guérison là, majeur. Où le suicide, pour plusieurs d'entre nous, va être une solution, la surconsommation, l'automutilation, ou tout ça ensemble. Et je me suis donné comme engagement depuis 2013, non, je veux vivre. Non, je ne veux plus me faire mal. Non, je ne veux plus qu'on me fasse mal. Mais quand on ne se fait pas reconnaître ou encourager par notre propre monde, c'est pouf, ça c'est un punch. Et à l'université, c'est comme si je ressentais là, de l'amour quasi inconditionnel. C'est sûr, ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait, bien, ils ne nous appellent pas, là, c'est pas grave. Mais ceux qui nous appellent, tu te dis, si, très honnête, on va faire un nouveau chapitre ensemble pour enlever ce vide, pour le nourrir de ma vraie histoire Innu, que je me réapproprie. Je prends des cours de langue Innu, Odile, moi aussi, de mon histoire ancestrale, mais aussi contemporaine, et de faire en sorte que tu sais, si je peux nourrir un leader d'aujourd'hui ou de demain là, pour dire « Peux-tu m'aider à faire mieux? » Je reviens souriante à la maison. Ben là, COVID, ça paraît moins, là, mais mes enfants ont vu une différence. Mes enfants veulent prendre la place aussi. Mes ados, adultes aussi, veulent parler. Et juste ça, pour moi, c'est déjà bon. Mais je pense que ce que vont faire d'autres femmes, peu importe la culture, si très honnête, des fois, comme notre dernière réunion ou notre seule réunion qu'on a eue avant, là, j'ai eu beaucoup de peine, mais surtout de l'espoir, parce que je me disais, wow, quelle guérison qu'on est en train de vivre, parce que personne ne nous ouvre la porte, on défonce des portes. Puis ça, pour moi, là, je suis vraiment fière de marcher avec vous autres ou de ramer avec vous autres. Merci beaucoup, Michel. Processus de guérison, donc. Hein, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Pendant l'organisation de cette discussion, il est clair que, en fait,
et Aude l'a mentionné au début, on vient du secteur philanthropique, il s'interroge, se pose des questions. Et sur la meilleure façon, en fait, de travailler avec ses partenaires et dans la co-création, dans les rapports de pouvoir qu'il y a entre fondations et organismes partenaires. Je voulais savoir si, justement, cette crise sanitaire-là, en fait, comment est-ce qu'elle a affecté votre prise de parole? Est-ce que vous vous sentez plus écouté? Est-ce que vous vous sentez mieux écouté? Ou est-ce que ça n'a absolument rien changé? Et qu'est-ce que vous ressentez en termes d'émotion? Est-ce que c'est quelque chose qui vous met un petit peu en colère parce que vous vous dites, mais il était temps, n'est-ce pas? Ou comment vous percevez la chose? Et je vous invite à partager votre expérience et vos impressions. Puis je vais continuer avec Michel, puisque je l'ai sur mon écran, là. Je vais continuer avec vous. Alors, juste, je vous dirais très brièvement, là, si j'ai bien capté là, votre question, parce que ça a coupé un petit peu, là. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Exactement. En fait, la crise sanitaire, elle a mis en exergue certaines injustices, certaines inégalités. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant. Et donc, en fait, quels sont vos sentiments par rapport à ça, au fait que tout d'un coup, on commence à avoir l'attention sur certains problèmes systémiques? Et qu'est-ce que vous pensez que J'ai le choix d'être super, c'est pour ça, là, j'ai aussi mes questions ici, mais j'ai le choix d'être super enragée, puis une boule qui grogne, là. Puis ça, je peux vous le dire, je me le permets, là, mais c'est tout un processus de « faut que je le vive » et après ça, je vais interagir parce que sinon, je vais retourner dans une zone noire ou plate et enrageante et là, je vais faire fuir du monde. Puis je sais pas, moi, j'ai fait un peu de politique, donc la politique pédagogue, de la pédagogie ou en tout cas de l'éducation populaire. Et je trouve que j'essaie d'enseigner ça à mes enfants. Tu sais, ils m'ont traité de sauvage. Je lui ai dit maudit blanc. Fais pas ça. Fais pas ça. Si tu veux pas qu'on ne le fais pas. Fait que ça, c'est un travail au quotidien. Alors, très brièvement, je vous dirais, là, il y a beaucoup de réflexions, de prières ou de purification. Des fois, j'oublie de le faire, là, mais je grogne et après ça, je réagis. Des fois, j'en sors un petit peu de temps en temps, là, mais non, il ne faudrait pas, sinon je vais faire ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Merci, Michel. Bouchra. Moi, j'ai l'impression d'évoluer dans des endroits où la façon avec laquelle je parle, c'est-à-dire souvent, malgré tout, avec beaucoup de bienveillance et de sensibilité, parce qu'il ne faut pas qu'on s'énerve, comme l'a dit Michel, il faut toujours qu'on soit fine dans la façon avec laquelle le message est diffusé. C'est-à-dire qu'on a beau être fâché, en colère, parfois la colère, il faut qu'on la canalise. Et donc, moi, j'ai l'impression d'évoluer dans des endroits où j'ai quand même le droit aussi d'être en colère. Puis, à travailler à Montréal-Nord, c'est certain que, puis dans l'organisation dans laquelle je suis maintenant, Parole d'Exclus, ou même quand je travaillais sur les enjeux jeunesse avant, j'ai l'impression d'avoir toujours quand même bénéficié d'une sorte de légitimité à parler et d'une légitimité à, entre guillemets, représenter le monde. Alors que finalement, ce qui est fascinant, c'est que moi, ce que j'aime, c'est arriver, me dire, oh, peut-être qu'il faut comme valoriser telle personne, tel acteur, puis pouf, c'est à eux de parler. Moi, j'aime aussi être beaucoup une sorte d'influenceuse, ça fait pas sur Instagram, là, mais d'être une influenceuse de l'esprit, puis que ça puisse être réapproprié quelque part par les autres. Et je vais vous raconter juste une anecdote. Quand il y a eu les commissaires de l'OCPM qui sont venus à Montréal-Nord
pour un peu écouter les acteurs du milieu. J'avais organisé une rencontre de briefing pour leur dire voilà ce qu'il faudrait qu'on dise, voilà ce qu'il faudrait pas qu'on dise, qu'est-ce que toi tu aimerais dire, etc. Super rencontre de 3 heures, je prépare le lexique, je fais tout pour que je n'ai pas à parler. Parce que je sais que dans leur perspective, ils se disent, de toute façon, Boshra, elle travaille sur le racisme, c'est elle qui va savoir expliquer. Donc, je les prépare, je les prépare, puis on se prépare collectivement à ce que ce ne soit pas moi qui parle. Le jour où les commissaires sont arrivés, les commissaires ont commencé à poser des questions. À la première question, comment vivez-vous le racisme à Montréal-Nord? Tout le monde se tourne vers moi. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, non. Et c'est là où je trouve que notre rôle, il faut qu'on le joue avec toujours beaucoup de réflexivité. Je suis consciente de la façon avec laquelle je parle, je suis consciente que je suis capable d'aller chercher des outils et des ressources et des références que peut-être d'autres n'ont pas. Et donc, je suis tout à fait consciente de ça et je n'aime pas en jouer. En fait, je déteste en jouer. C'est-à-dire, quelque part, moi, j'aime bien que d'autres, en fait, puissent utiliser les outils auxquels moi, j'ai eu accès. Et donc, ce que parfois, moi, je trouve difficile, c'est l'espèce de personnalisation ou personnification des enjeux de racisme, de diversité, etc. Parce que, au final, même si on a fini par, quelque part, avoir une expérience, moi, je n'aime pas toujours être l'expertise là-dessus. Et donc ce jeu entre l'expertise, l'expérience, le vécu, ben en fait, je le vis, moi, constamment d'une façon vraiment très, très ambivalente. Donc, la première des choses, c'est peut-être de dire aussi, puis moi, je travaille avec le milieu philanthropique. Mon organisation est financée, en fait, par une fondation, c'est que c'est un milieu qui a la capacité, beaucoup plus que le milieu étatique, de prendre des risques dans la façon avec laquelle il finance ou pas les mouvements. Et je pense que une des façons avec lesquelles, en ce moment, on se doit de saisir avec sensibilité, en fait, toute l'urgence qui a été visibilisée et télévisée par la mort de Joyce, d'une part, et la mort de George Floyd, d'autre part, c'est de dire, mais comment on n'en met pas plus sur le dos de celles et ceux qui sont déjà visibles. Il faut appuyer ceux qui sont dans l'invisible. Dorothy, elle met de l'avant des tas d'entrepreneurs qui sont des personnes brillantes. Le Wapikoni met en valeur des histoires, des vécus, des trajectoires de vie, des futurs professionnels qui pourraient intégrer Radio-Canada. Et il faut aller... Et Michel, je ne sais pas ce que tu fais au quotidien, mais je suis certaine que tu mets en valeur un tas de monde. Et donc, ce que je crois aussi, c'est qu'il faut un peu nous voir comme des... Moi, je me vois comme une teneuse de porte. C'est-à-dire que je n'entre jamais quelque part sans tenir la porte et sans me dire que dans l'espace dans lequel soit je travaille, soit je m'implique, soit je milite, dans le bureau dans lequel je suis, c'est pas avec des personnes avec qui on peut collaborer, avec qui on peut apprendre et qui peuvent quelque part aussi bénéficier des réseaux. En 12 ans, j'estime que j'ai été une immigrante qui a énormément investi dans ma Montréalité et dans la façon avec laquelle je vis dans cette ville et dans les diverses communautés auxquelles je me sens appartenir, qu'elles soient des territoires comme Montréal-Nord ou des communautés d'appartenance, là, comme la communauté maghrébine, par exemple. Mais je crois qu'il faut appuyer les formes de relève parce que sinon, on maintient le couvercle et les réactions de colère, les réactions de frustration, le ressentiment. Le ressentiment, c'est quelque chose de très complexe dans une société à atténuer quand on l'a beaucoup trop quand on l'a beaucoup trop provoqué. Donc moi, ce que j'aime dire dans le fond, c'est que nous, individuellement, je crois qu'on a toujours une mission aussi envers nous-mêmes de toujours avoir des espaces pour respirer. Je sens personnellement que si je n'avais pas été respirée dans ma Tunisie natale après la première vague, je sais pas comment je serais peut-être pas devant vous aujourd'hui. C'est épuisant.
et d'avoir à le porter aussi dans le milieu professionnel, moi, j'ai ressenti pour la première fois de ma vie que mon énergie vitale avait été touchée et que donc, par exemple, spirituellement, il fallait que j'aille me ressourcer autrement. Et, et je crois que je vais m'arrêter là. Merci, Boshra. Sans plus tarder, Dorothy. Oh là là, c'est tellement intéressant, là. Je suis autant dans la peau des gens qui nous écoutent que panélistes, parce que après, j'oublie ce que je dois dire, parce que je rentre dans les propos de Michel, de Bokra, je ressens les sentiments, je suis comme, ouf, I feel you, I feel you. Écoute, c'est une gamme d'émotions, hein, c'est des montagnes russes. Et je t'avouerai quand même que oui, avec cette année, je sens que les gens sont beaucoup plus réceptifs. Il y a, il y a, il y a de l'effort. La preuve, ce panel en est un exemple. Il y a de l'effort face à donner la parole à ces gens qui étaient invisibles. Donc, les Autochtones, les personnes racisées. Je ne sais pas pour vous, mesdames, mais moi, là, juste cette semaine, là, je ne compte plus le nombre de panels où je suis invitée. Et même aussi dans le milieu corporatif, on vient frapper à ma porte. Dorothy, comment on peut vous aider? On veut être là pour le Salon international de la femme noire. Audace au féminin, qu'est-ce qu'on peut faire? Et oui, il y a une frustration parce que, hey, ça fait longtemps qu'on parle. Ça fait combien d'années qu'il y a d'autres organismes qui militent, qui sont sur le terrain. Et c'est maintenant que vous réagissez. Il a fallu avoir mort d'homme pour qu'on puisse réagir, pour qu'on puisse réellement voir que, hey, la vie des Noirs compte, la vie des Autochtones compte, la vie des personnes racisées compte. Ça a pris ça. Et il y a une frustration, mais effectivement, il ne faut pas rester campé sur cette frustration. On doit passer sur ça, puis on doit avancer. Il y a une frustration aussi qui est nourrie par le fait qu'on le voit qu'il y a des opportunistes. Il y en a, on le voit. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai une mission et je dois avancer dans ma mission. Je veux laisser un legs, je veux que les générations changent, je dois avancer. À un moment donné, je dois avoir cette façon de penser d'affaires. C'est comme business is business. Je développe une relation d'affaires, mais en ce qui concerne une relation d'amitié, ça, c'est autre chose. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas obligée de manger avec tout le monde. Ceux que je décide de garder dans mon entourage, mes proches, parce qu'on a des valeurs qui se ressemblent. Mais ça aussi, on doit apprendre pour reprendre l'expression de Bokra, l'exemple, la figure, il faut apprendre à jongler avec ça. Et c'est là qu'on réalise que ce que je fais, moi, je ne le fais pas nécessairement pour moi, je le fais pour un ensemble de personnes, pour des femmes noires. Puis, je dois revenir un peu sur ce que Michel Audette disait tantôt par rapport aux hommes. J'en ai des frissons parce que, ouf, je sais. Et je peux te dire aussi, même dans les communautés noires, je vois le travail, l'effort qui est déployé par des femmes et on va toujours plus valoriser les hommes que les femmes noires à l'intérieur même de notre communauté. On va se retrouver dans une salle qui va avoir droit de parole et qui va pouvoir s'exprimer plus, les hommes. Mais ça change. Ça change parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas peur de s'exprimer puis de dire « Hey, ça ne marche pas là. Moi aussi, je dois parler. » Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur ça. Puis, écoute, on doit surfer sur cette vague-là, là, Inès. Pour revenir à ta question, il faut surfer sur cette vague-là parce qu'on a une mission qu'on doit accomplir. Et on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Est-ce que présentement, on est la saveur du mois? Je ne sais pas. Est-ce qu'en 2021, ça va être qu'est-ce qui va arriver là? On va s'intéresser peut-être plus le cas des sapins, hein? Les sapins de Noël, qu'est-ce qu'on fait? On gaspille, patati patata, puis on va mettre les Noirs, les personnes racisées, les Autochtones de côté, on va se concentrer sur les sapins. Alors, donc, on sent aussi qu'il y a un empressement de notre part de tout de suite faire
qu'on doit concrétiser certains projets maintenant parce qu'il y a un momentum qu'on ne doit pas laisser passer. Parce qu'on a cette crainte-là que c'est éphémère. Pendant combien de temps? Donc, oui, on voit qu'il y a différents manifestes où il y a des entreprises qui se sont engagées à faire en sorte que d'ici 2025, 3,5 % de leurs gestionnaires vont être des personnes racisées, des gens issus des communautés autochtones. On suit ça. Mais encore une fois, cette frustration est là parce que depuis combien de temps qu'on parle de l'importance de la diversité dans des postes hiérarchiques? Hein? Mais maintenant, on réagit. Donc, il y a cette urgence-là. Donc, tu sais, comme je te dis, on apprend à surfer, on prend la vague. Et puis, de toute façon, nous, on est là pour desservir une mission. Donc, tout autant que cette mission-là ne sera pas accomplie, je pense que ce soit Bokra, Michel ou Odile, on va toujours continuer ce même combat-là jusqu'au jour où on n'aura plus besoin de parler des femmes racisées, des personnes autochtones. On va parler des Québécois et Canadiennes. That's it, that's all. Merci Dorothy. Puis, je pense qu'on le voit aussi avec le choix des mots, la sémantique qu'on utilise. On parlait avant de diversité, d'équité, d'inclusion, on en parle toujours, mais on parle aujourd'hui de mouvements anti-racisme, on nomme les choses un peu plus directement, le racisme systémique, etc. etc. Conscient du temps, je vais donner la parole à Odile pour lui donner la chance de s'exprimer sur cette question. Merci. Merci Inès. J'ai comme le goût de vous dire que moi, lorsque j'ai vu en direct le départ de Joyce, j'étais complètement outrée, mais en même temps convaincue que personne n'en parlerait. J'en étais convaincue. J'ai travaillé aux côtés de Michel, à Femmes autochtones. Combien de fois on a essayé de dénoncer ces choses-là il y a de ça 20 ans? J'en ai vu plein, moi, de ces vidéos-là. Je les ai envoyées comme responsable des coms à tous les médias canadiens, ces images-là, et jamais elles ont été diffusées. J'en étais convaincue, j'en ai des frissons aujourd'hui de savoir à quel point, finalement, on en a parlé. Ça m'a fait un baume au cœur de dire ah, ils sont intéressés, ils veulent raconter pour vrai. Autour de moi, je disais, ah, personne ne va en parler, c'est comme d'habitude. J'avais comme... ça a été une belle leçon de, OK, j'ai eu comme un petit moment négatif, là, puis là, j'ai fait, ah, OK, quand j'étais dans la rue à Montréal, puis je voyais la diversité des nations représentées, avec tous nos masques colorés de nos différentes cultures et nos goûts, et je trouvais ça beau et inspirant. C'est sûr que cette pandémie, pour revenir à ta question, Inès, ça me rappelle continuellement l'urgence de décoloniser les parcours d'excellence, de déconstruire les parcours d'excellence. On s'est raconté un peu nos parcours. Je ne suis pas dans un parcours typique de l'excellence où on me reconnaît un leadership dans la société d'aujourd'hui. Il faut trouver des façons de déconstruire. Si décoloniser fait peur, déconstruisons ensemble pour reconstruire. Je m'en fous un peu des mots, mais il faut juste reconnaître qu'il y a une histoire coloniale qui nous a dicté un chemin qui exclut. Et puis, il faut tourner la page, se sentir qu'on avance. Et puis, ce nouvel espace virtuel, cette pandémie qui nous amène dans le virtuel est un nouvel espace qui exclut encore. Il y a des gens qui n'ont pas de bande passante. Beaucoup sont des communautés autochtones. Il y a des gens qui n'ont pas accès, sont dans des communautés isolées. Et puis donc, il se reconstruit un jeu de pouvoir dans le monde virtuel. Qui a accès, qui n'a pas accès, même s'il y a des promesses électorales qui ne voient pas le jour, parce que c'est plus important de créer des pipelines. Alors, on fait d'autres choses. Pour moi, c'est comme quelque chose qu'on doit collectivement réaliser qu'il se recrée un espace de privilèges. Et puis donc, il faut comprendre qu'on est porteur de ces privilèges et puis quand on sait qu'on est privilégié, il faut se sentir une responsabilité d'inspirer, comme on disait, inspirer la relève, inspirer la participation, inspirer l'inclusion de la pluralité des expressions pour qu'on puisse justement apprendre en écoutant les autres, comme je disais d'entrée de jeu.
on a aussi, pour moi, le privilège vient aussi avec une redistribution. Je dis souvent ça, redistribuons les richesses. Je ne parle pas juste économique aussi, mais pas juste économique. Il y a toutes sortes de richesses qu'il nous faut redistribuer ensemble pour reconnaître finalement qu'il y en a qui n'y ont pas eu accès. Et puis, dans la fameuse question, comment on crée des partenariats entre autochtones et non-autochtones, j'ai envie de dire à tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde, quand on veut un partenariat organisationnel, pour moi, c'est un peu comme une amitié. Il faut reconnaître nos valeurs, comme tu disais, Dorothée, mais il faut s'intéresser. Moi, je pense toujours à mes enfants, à la maternelle. Maman, comment je fais des amis dans le cours d'école? Comment on fait des amis? On s'intéresse à l'autre, on s'invite mutuellement, on prend le temps de se rencontrer, de se reconnaître, de se parler. Et ça, c'est super important. Je pense qu'il faut qu'on déconstruise notre notion de la performance, de la compétition. On a tous mentionné, Bachra, Michel et Dorothée, on a tous mentionné à quel point ce qui était important pour nous, c'était d'inspirer, ouvrir la porte, perler, jongler. Finalement, pour moi, c'est ça la beauté de redistribuer. C'est de ne pas avoir ce sentiment de compétition, que ce soit le carré, le triangle, mais retrouver le cercle de nos nations où il n'y a pas de compétition. C'est beau de lever une personne pour qu'elle soit dans la lumière. C'est beau de faire ça. Et ça, c'est de déconstruire vraiment, ça vient d'un capitalisme, d'une colonisation, d'une gestion des ressources qui a été pensée d'une façon qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Et on est plusieurs à le penser. Pas juste les femmes, pas juste les groupes racisés, les jeunes, les militants, les gens de plein d'organisations le pensent. Alors, on doit réclamer ces changements. Et on doit réclamer de la place pour que ces changements puissent se faire. Puis je pense que c'est ensemble et collectivement qu'on va y arriver. Parce que c'est vraiment là, il faut se sortir de cette boîte et retrouver le cercle où la place des femmes est valorisée, la place des jeunes est priorisée, la place des aînés est protégée. Alors, il faut faire ça. C'est vraiment, puis c'est ce que je pense que la majorité des gens qui se retrouvent dans la rue, les millions de personnes qui étaient dans la rue pour protéger notre mère, la Terre, on le croit tous. Alors, je pense qu'il faut juste se le rappeler et puis dénoncer ceux qui continuent à vouloir individualiser leur richesse et s'accaparer les choses. Il faut ouvrir des espaces pour qu'on puisse dénoncer ces comportements-là parce qu'ils ne nous représentent plus. Je dois dire, là, je me retiens pour ne pas pleurer parce que tu me... Moi, je braille depuis tout à l'heure. Je me retiens, là, c'est comme, c'est beau ce que tu dis. Ah, ouais. Merci. Dommage qu'il n'y a pas de like, là, de j'aime sur Zoom. J'adore sortir de la boîte et construire, et se mettre en cercle ou construire ce cercle. Je trouve ça tellement bien dit. Alors, on a encore 7 minutes, les filles. On a besoin de répondre à quelques questions de notre cher public. Et ensuite, je vais vous donner le mot de la fin. Une petite minute chacune pour vos messages clés. Alors, je vais lire la première question qui en fait est pour Dorothy. Tu mentionnais au début de la discussion cette rencontre avec ton ancienne amie. Oui. Alors, la question est, qu'est-ce que cette rencontre-là t'a révélé quand tu l'as rencontrée après plusieurs années? Écoute, elle, ce qu'elle m'a dit, elle ne se rappelle plus tellement. Puis elle m'a dit, écoute, je pense que j'étais plus axée sur les garçons, donc je voulais plus inviter des gars. Ça a été ce genre de réponse-là que j'ai eu. Mais bon, le ressenti était là. Et puis, regarde, chacun fait son chemin. Exact. Merci Dorothy. Alors, la question de Pierre-Jean. Alors, entre ignorance et déni du racisme systémique et de la discrimination systémique, le plus dangereux est certainement le déni, car l'éducation soigne l'ignorance, mais montrer la réalité à ceux qui refusent d'enlever leurs œillères, c'est une autre paire de manches. Pour étendre le message au-delà des convertis, quelles sont les stratégies qui ont fonctionné ou échoué pour vous? Et vraiment, je laisse la parole libre là, et celui qui active son micro, Michel, en premier.
a le droit de réponse. Brièvement, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avec l'Institut Tchagabèche vont se promener là, depuis des décennies dans les collèges, les écoles secondaires, primaires et universitaires sous le chapiteau pour inspirer pendant 5 jours les gens qui sont dans cette institution-là académique où les 5 sens sont éveillés. 20 ans plus tard, aujourd'hui, on a des avocats, des médecins, des infirmières ou des gens qui travaillent première, deuxième ligne ou architectes, peu importe, qui ont une autre vision, une autre lentille, une autre façon de voir comment on doit développer des relations avec les premiers peuples. Puis je peux vous dire que oui, à l'école est à refaire, l'histoire là, de A à Z, là, avec un grand H et toute sa diversité, mais il faut que les gens viennent vivre et éveiller leurs 5 sens. Et à partir de là, moi, je vois les changements, je peux vous le garantir, parce que moi-même, je suis en apprentissage sur ma propre culture Innu, puis la rivière Georges, c'est l'endroit où c'est mon dictionnaire, ma pharmacie, mon histoire, mais aussi ma vie d'aujourd'hui puis de demain. Merci, Michel. Quelqu'un d'autre voudrait réagir à ça, peut-être? Je vais peut-être y aller. Je vais donner une autre référence qui s'appelle « Vivre la diversité ». C'est un gars qui s'appelle Chaudhry qui a été traduit par une merveilleuse romancière qui s'appelle Yara El Radban aux éditions Mémoire d'Encrier. Et dans le fond, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit « OK, je ne suis pas folle ». C'est-à-dire qu'il faut absolument, pour casser le déni, qu'il puisse y avoir une documentation. Ce qu'a dit Odile tout à l'heure, c'est que ça fait des décennies qu'il documente les disparitions qui se faisaient dans l'ombre. C'est-à-dire qu'une énorme partie de notre vie et de la violence qui est subie par les populations autochtones, par les jeunesses racialisées, se passe dans l'ombre. Et donc, une énorme responsabilité qui nous incombe, c'est toujours d'avoir à documenter. Donc, il faut qu'on documente, il faut qu'on montre statistiquement tout ce qui se passe, qualitativement tout ce qui se passe. Toute la question du profilage racial, combien de fois et de rapports il y a eu pour le documenter, le dire. Mais le déni, à un moment donné, il faut aussi que ça se travaille avec les biais inconscients. C'est-à-dire que ce que ce livre dit, c'est que vous pouvez donner 14 conférences avec des statistiques, le taux d'incarcération des personnes racialisées. Si vous ne touchez pas le cœur de la personne qui est devant vous, ça va être vraiment difficile. Et donc, je crois que dans nos ballons de jonglage, il y a celui d'avoir à toujours toucher l'humanité de la personne qui est face à nous. Je sais que ça fait un peu spirituel ou whatever, mais c'est vraiment vrai, c'est vraiment super important. Et je pense que ce qu'a fait Odile tout à l'heure en nous faisant tous pleurer, c'est aussi ce type d'aptitude-là qui est nécessaire. Et je vais juste peut-être terminer sur quelque chose. Je pense que la bienveillance est une valeur que nous ne mettons pas assez au centre du cercle, parce que je vois la société aussi comme un cercle. Et je crois que cette bienveillance politique, ce qu'elle permet de faire, c'est justement de n'oublier personne. Dans un cercle, on voit tout le monde. Quand on se pense le leader avec des personnes derrière, on ne voit pas le monde. Il faut absolument préserver en fait, cette aptitude à la bienveillance collectivement. Et je crois que c'est ce que la pandémie a essayé un peu de passer comme message. Moi, j'aimerais juste rajouter aussi que quand je pense au déni, ben, je ne peux pas m'empêcher de penser actuellement au Québec où certains de nos politiciens sont dans le déni que le racisme systémique n'existe pas. Donc, je pense que ça part aussi de là. Et il y a un travail à faire. Et puis, apporter des solutions, mais je pense que tous ici présents, que ce soit au niveau des panélistes, même des invités, je pense qu'on peut apporter des solutions. Mais comme l'a mentionné Bouchra, effectivement, plusieurs rapports l'ont démontré. Là, on a besoin de voir l'humain parler, là. Donc, c'est juste cette petite mention-là que je voulais dire. Puis juste pour finir, moi aussi, j'ai besoin de parler du mensonge. Finalement, c'est ça nier. Hein? C'est qu'on est brainwashé par le mensonge. C'est l'histoire coloniale de notre pays. On a de la difficulté à juste reconnaître que finalement, des éléments existent et puis ont existé. Et donc, la résilience, ça appartient pas juste aux Autochtones ou aux racisés, ça appartient aussi aux Québécois qui ont
se sont battus pour leur langue dans ce pays majoritairement anglophone, d'avoir une forme de résilience à l'égard du mensonge, d'inclusion qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel et qui doit être déconstruit pour être reconstruit. Parce que je pense que vraiment, c'est juste un autre exemple. Le déni du racisme systémique, pour moi, est un autre exemple de la colonisation puis du brainwash. Puis donc, ça prend de la résilience puis de la réconciliation et non pas sur les épaules des Autochtones, mais sur les épaules de la société qui doit faire face à ce mensonge. Merci, Odile. Michel, un petit mot de la fin peut-être? Tu es correct? On a parlé pendant 1h30 hein, quand même, sans arrêt. Merci vraiment à vous toutes, vraiment. C'était un plaisir. J'avais l'impression vraiment d'être assise avec vous et de jaser avec vous ce matin. Merci aussi à la Fondation Bombardier de nous avoir permis et de donner cet espace de dialogue, vraiment. Merci à Aude, merci à Maëva et à toute l'équipe. Je vais céder la parole à Aude de la Fondation Bombardier pour les derniers mots avant de clôturer. Merci. Écoutez, je vais vous faire une série de merci. Premièrement, merci à vous 5, Michel, Odile, Bochra, Dorothée, Inès. Merci beaucoup. C'était fort passionnant. On se doutait vendredi, là, quand on s'était parlé, qu'on manquerait de temps parce qu'on aurait pu vous écouter beaucoup plus longtemps que ça. Il y a plein de citations que j'ai notées, fort sages, mais je pense qu'en effet, le fait de vous entendre partager de façon très personnelle, vos réflexions, vos défis, vos enjeux, vos réussites, ben, c'est une occasion d'apprentissage pour nous tous qui étaient là. Donc, c'est bien noté. Je remercie, c'était la dernière là, d'une série sur le plaidoyer, donc je veux en profiter parce qu'il y a beaucoup de gens pour remercier aussi les gens qui ont été avec nous dans les premiers épisodes de cette série. Nicolas Zorn de l'Observatoire québécois sur les inégalités, François Lagarde de la Fondation Lucie André Chagnon et Ariane Cyr du PRECA. Merci à tous ceux qui ont passé l'automne avec nous dans cette nouvelle réalité virtuelle de Philagora. Puis un merci vraiment spécial à mon équipe qui sont retournés de bord, qui ont appris plein de nouvelles affaires, puis qui ont mis sur pied une belle programmation, puis qui ont amené plein de gens super intéressants. Hein, comme les 5 femmes de ce matin en sont un bon exemple. Donc, merci à vous. On se retrouve bientôt. C'était le dernier événement public de notre programmation automnale, mais on était vraiment heureuse de le vivre avec vous. Donc, on se revoit bientôt. Puis, comme disait Bochra, je crois qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, on se reparle. Merci encore à tous. Bonne journée ensoleillée et profitez-en bien. Merci.